Le vent d'automne poussait des feuilles rousses le long du trottoir, comme un petit cortège, et la cloche en laiton du Mepolenko tinta quand elle poussa la porte. L'air à l'intérieur sentait le café fraîchement moulu, la cannelle, et quelque chose de familier, l'odeur d'un endroit où l'on revenait sans se presser. Amélia passa la main sur la tête de Buster, qui trottinait à ses pieds, et chercha une table libre. Son manteau était encore humide de la bruine du matin, ses cheveux un peu décoiffés, son visage un mélange de prudence et d'espoir qu'elle n'osait pas totalement admettre. Sa mère lui avait envoyé un texto emphatique. « Sors, c'est juste un café, tu me remercieras. » Elle avait soupiré en le lisant, avait pensé à toutes les fois où sa mère avait essayé de forcer un sourire sur sa vie sentimentale, et puis avait accepté. Il y avait quelque chose de plus simple que l'idée de trouver l'amour qui l'avait décidé, l'envie de sortir de chez elle, de voir autre chose que les murs de l'appartement où les rires s'étaient tus depuis le divorce. Une rencontre arrangée n'était pas une déclaration de foi, c'était un pas, petit, concret, vers autre chose. Il était assis au fond, près de la fenêtre qui donnait sur la rue. La lumière d'automne caressait la table, comme si elle savait la chaleur qu'elle était en droit d'attendre. Il avait un manteau ordinaire, une écharpe usée, un sac en toile posé à côté de la chaise. Rien d'extravagant. Il tenait un morceau de scone entre les doigts, et quand Buster leva les yeux, il mérisa un petit morceau et le lui tendit. Le chien fut conquis, comme le sont tous ceux qui ne demandent rien et acceptent tout. Amélia s'assit, le cœur court, les mains un peu moites autour de sa tasse. La première chose qu'elle remarqua fut la façon dont il parlait aux autres, sans cérémonie mais avec une attention singulière, comme s'il écoutait vraiment. Il sourit quand elle se présenta, et sa voix avait cette qualité modeste qui rendait les mots plus vrais. « Bonjour, je m'appelle Cal. » Il tendit la main, puis retira sa main comme s'il n'aimait pas trop l'idée des étiquettes. « Amélia », elle répondit sans phare, observant les lignes autour de ses yeux. Il y avait de la fatigue, peut-être du travail, peut-être des veilles, mais aussi une sorte de calme qui ne cherchait pas à impressionner. La conversation commençait par du banal, le café, la pluie, le chien qui mangeait un peu trop vite, puis, naturellement, glissa vers ce qui occupait leur journée, l'école. Elle enseignait depuis bientôt 10 ans. Il posa des questions qui n'avaient pas l'air formatées, mais intéressées. Il parlait des enfants par leur prénom, pas comme des statistiques. Quand elle mentionnait Liam, un garçon qui hésitait encore à lire à haute voix, Cal fronça les sourcils avec la même inquiétude douce que les enseignants connaissent bien. « Les enfants ont besoin de gens qui restent, » dit-il, sans emphase, pas seulement de mots, de présence. Sa phrase resta en elle comme un petit caillou précieux. C'était banal et vrai, et quelque chose dans la simplicité de l'énoncé la toucha plus que la plupart des déclarations théâtrales. Ils prirent des habitudes sans y penser. Un café le mardi, une promenade le samedi si le temps le permettait, des textos courts, pas trop intrusifs, pour se dire bonjour. Elle remarquait comment il tenait la porte pour la vieille dame qui aimait lire le journal sur la banquette près du comptoir, comment il ramassait une serviette tombée et la replaçait comme si le monde, par ses petites réparations, pouvait rester à sa place. Un après-midi, une pluie soudaine les surprit en sortant du café. Amélia n'avait pas pris de parapluie. Cal sortit le sien, petit, noir, un modèle qui n'avait rien de cher, mais qui appartenait manifestement à quelqu'un qui pensait aux autres. Il le tint au-dessus de d'eux tandis qu'ils traversaient la rue. Les gouttes faisaient des petits tambours sur le tissu, et la cité semblait moins brusque. Buster secoua la tête en remuant, et leurs rires remplirent un moment qui aurait autrement été banal. « Pourquoi restes-tu si vague quand je demande ce que tu fais ?» demanda-t-elle une fois, assis sur un banc après l'averse. Il regarda la pluie glisser le long du feuillage, comme pour chercher ses mots dans la cascade. « Je travaille pour les écoles, » répondit-il. « J'aide des programmes, des bibliothèques. Mais je préfère parler des enfants plutôt que des contes. » Sa formulation était volontairement floue. Elle crut qu'il n'avait pas envie d'être défini par son métier. Elle prit cela pour de l'humilité. Elle ne savait pas encore qu'une autre part de lui s'empêchait de dire. Il fut attentif aux petits détails de sa vie. Un samedi, elle se réveilla avec une angine piquante, gorge qui brûle, tête lourde, et trouva sur le pas de sa porte un petit pot de porridge encore tiède et une note, pour la voix qui lit des histoires, Cal. Le porridge n'était pas un plat sophistiqué, juste une offrande utile et silencieuse. En le mangeant, seule sur son canapé, avec Buster blotti contre ses mollets, Amélia sentit quelque chose se dénouer en elle. Ce n'était pas la promesse d'un conte merveilleux à venir, mais la consolation d'une présence discrète régulière. Les semaines se tissèrent ainsi, faites de fraîcheur et de menus gestes. Il venait parfois avec un paquet de biscuits pour Buster, pliage précis du papier, comme s'il aimait soigner les choses qui n'avaient pas voix. Quand une latte est bordée au comptoir, il s'essuyait rapidement et riait d'un petit rire qui rendait les erreurs pardonnables. Il savait réparer une serrure de portail quand le voisin manquait de temps. Il savait écouter les histoires d'enfants en y répondant par des questions qui encourageaient plutôt que par des réponses toutes faites. À l'école, des pareils miracles anonymes commencèrent à apparaître.
Un matin, Amélia trouva une boîte de livres neuves déposée dans la réserve, étiquetée pour la bibliothèque du lycée. Les couvertures étaient choisies avec goût. Des romans d'aventure, des biographies de femmes inspirantes, des ouvrages de sciences simples mais efficaces. Il n'y avait pas de carte signée, juste une note au dos d'une enveloppe, pour ceux qui ont soif de pages. Elle sentit son visage s'échauffer. Qui aurait fait cela? Elle pensait à la fondation municipale, à un parent généreux, à un donateur discret. Quoi qu'il en soit, le geste fit plus que remplir des rayons. Il fit lever un coin de lumière dans la salle des profs. Plus tard, des lettres arrivèrent, anonymes elles aussi, annonçant des petites bourses pour des élèves en difficulté et le financement de cours extrascolaires. Amélia assista une matinée à la réaction d'une élève, Émilie, quand on lui remit une lettre l'informant qu'elle pourrait suivre des ateliers de dessin qu'elle n'aurait jamais pu souffrir. Émilie pleura un peu, les lèvres tremblantes, et Amélia dut se retenir pour ne pas s'effondrer avec elle. La gratitude des enfants était nette, humble, incroyablement pure. Quelqu'un était en train de changer des vies en coulisses, et elle ne savait pas qui. Cal, quand elle lui en parla, haussa les épaules d'un air presque ennuyé. « Ce n'est pas mon genre de parler de ça. » Sa voix disait qu'il ne cherchait ni reconnaissance ni louange. Amélia était tentée de lui croire. L'idée qu'il voulait protéger l'anonymat, laisser la gentillesse se suffire à elle-même, était réconfortante. Elle avait été blessée précédemment, l'ombre d'un ex-fiancé qui préférait se réfugier dans l'indifférence plutôt que d'affronter la vérité. Et elle appréciait la chose simple, un autre être humain qui choisissait d'être bon parce que cela lui semblait juste, sans projecteur. Il y avait toutefois des moments où la réserve de Cal prenait une teinte plus lourde, comme si la prudence était moins vertu que peur. Lorsqu'elle posait des questions sur son passé, il se contentait souvent d'un sourire lointain ou d'un commentaire général. « J'ai grandi dans le coin, disait-il, ou j'ai travaillé avec des programmes, de ci, de là. » Il n'évoquait jamais de titre, de société, pas même de patron. Parfois, quand il disait qu'il aidait des écoles, ses yeux s'assombrissaient d'une nuance qu'elle ne pouvait pas totalement lire. « Est-ce que tu as peur d'être aimée à cause de cela ?» osa-t-elle un soir, le regard posé sur la tasse qui fumait entre ses doigts. C'était une question directe, presque dangereuse dans sa vulnérabilité. Il la regarda longtemps. Le silence qu'il choisit fut plus révélateur que n'importe quelle défense. « J'ai peur que si je dis tout, tout change, » murmura-t-il enfin. « Que les regards deviennent différents, que je ne sois plus le même homme que tu vois quand je te tends un scone pour ton chien. » Elle comprit, en un éclat, qu'il préférait la vérité fragmentée à la vérité entière. Peut-être pensait-il protéger leur possible relation de l'ombre envahissante d'un statut. Peut-être cherchait-il à préserver les bénéficiaires d'une curiosité extérieure. Ou peut-être son silence venait-il d'ailleurs, d'une simple difficulté à être transparent. Peu importe la raison précise, la blessure qu'il pourrait laisser était déjà perceptible. Un amour construit sur des demi-vérités risque de chanceler. Malgré ce nœud de questions, sa présence restait une salve contre la solitude. Ils prirent l'habitude d'échanger des livres. Un soir, il lui rendit le roman qu'elle lui avait prêté la semaine précédente et dedans, en guise de marque-page, il avait glissé une photo d'un jardin d'enfants. Pas un grand jardin, juste une photo froissée d'enfants qui tenaient des crayons. « C'était d'un projet, il y a longtemps, » dit-il, presque tristé. « Je crois que donner du temps, c'est donner une part de soi. » La relation, lente et patiente, commençait à s'enraciner sur ce principe. Les petits gestes valent autant, sinon plus, que les grandes déclarations. Amélia redécouvrait la tendresse dans les détails. Son rire revenait plus souvent. Des soirées où elle lisait à voix haute devinrent un rituel, avec Buster somnolent à leurs pieds. Elle retrouvait la sensation d'être appréciée pour ses habitudes, ses petites manies, son amour du thé tard le soir et des semelles de ses chaussons qui traînaient. Il y eut des moments de maladresse, des silences qui pesaient comme des miettes sur la table, et d'autres de grâce véritable. Une fois, en traversant un parc, la barrière du jardin d'enfants était tombée. Cal, sans hésiter, sortit un petit outil de son sac et la remit en place, les gestes précis d'un homme qui avait déjà fait ce travail. Elle le regarda travailler, impressionnée par la compétence et la discrétion. Il ne chercha pas d'admiration en accomplissant la tâche. Il se contenta de rendre un service et de se relever, comme si rien de particulier ne s'était passé. Pourtant, pour elle, chaque geste comptait. Sa mère, en voyant les changements, versait parfois dans l'enthousiasme excessif. « Il a l'air bien », disait-elle au téléphone, et Amélia, parfois, souriait sans pouvoir expliquer exactement pourquoi elle se sentait à la fois légère et prudente. Les conversations avec sa mère avaient toujours une intensité différente. Elle partageait maintenant des détails qu'elle n'avait pas dit depuis longtemps. Cela donnait à sa mère de la joie, et à Amélia un sentiment de nouveauté qu'elle ne voulait pas gâcher par une impatience mal placée. Le temps s'écoulait, ponctué par les allées et venues du quotidien. Un jour d'hiver, la cloche du café tinta, et Cal entra avec un sac à la main. Il s'assit en face d'elle, posa le sac, et après une hésitation,
en sortit un petit collier de porte-clés fait d'une breloque simple, une minuscule couverture de livre en métal. « Pour la bibliothécaire de cœur, dit-il. » Elle rit, touchée, et le glissa dans sa poche comme une promesse qui n'annonçait rien de définitif. Il y eut aussi des réunions scolaires où il vint en compagnie d'un homme qu'elle n'avait jamais vu, un collègue peut-être ou un bénévole. Ils examinèrent des propositions, parlaient d'un projet de lecture pour les classes du primaire. Cal s'effaça souvent dans l'ombre, laissant la parole à ceux qui étaient dans l'action directe. Dès qu'on mentionnait des chiffres, il changeait légèrement de sujet. Lorsqu'elle le regardait dans ces moments-là, elle éprouvait ce tiraillement, admiration pour sa discrétion et une sourde interrogation sur ce qu'il taisait. À mesure que les actes anonymes se multipliaient autour de l'école, Amélia commençait à tisser un récit dans sa tête. Peut-être que le monde contenait encore des gens qui faisaient le bien sans bruit, peut-être que le courage se manifestait parfois sans tambour. Elle aimait croire qu'il existait une bonté simple. Mais au fond, une question subsistait, à peine murmurée. Qu'est-ce qui pousse un homme à rester si discret, alors qu'il pourrait, s'il le voulait, ouvrir la porte et montrer qui il est? Une nuit, après une réunion parents-professeurs, alors que la ville s'était parée d'un manteau humide et que les lampadaires traçaient des halos sur le trottoir, Amélia trouva une enveloppe glissée sous la porte de la salle des profs. À l'intérieur, une liste de noms, un petit chèque pour financer un atelier d'écriture, et le mot « pour que les voix soient entendues ». Il n'y avait pas de signature. Son cœur fit un bond, non de surprise, tant que d'assentiment nouveau. La gratitude se mêlait à un désir de connaître l'auteur de ses actes. Elle pensait à Cal. Ses gestes, si cohérents, laissaient des empreintes que l'on pouvait reconnaître si l'on s'en donnait à peine. Elle pensait au porridge qu'il avait laissé, aux livres, aux clis. Mais confronter l'idée qu'il puisse être derrière tout cela, signifiait accepter aussi sa réserve, sa prudence, voire son mensonge futur. Même en imaginant le pire, qu'il cache quelque chose d'important, elle se surprit à préférer la compagnie de sa présence réelle, au confort de l'ignorance. La soirée où tout sembla sur le point de basculer n'était pas spectaculaire. Elle rentra chez elle après une longue journée. Le ciel menaçait de neige, et Buster trépignait derrière la porte. Elle fit chauffer un peu de soupe, et pour tuer le temps, alluma la télévision. Parfois, les images avaient la vertu de faire paraître le monde plus grand et plus étranger à la fois. Les nouvelles locales déroulaient leurs chroniques habituelles. Une inauguration, des reportages sur des initiatives communautaires. Amélie y glissait son regard, distrait. Puis en bas de l'écran, un bandeau passa. Le nom résonna comme une note discordante dans le calme de son salon. Bennett Foundation inaugure une nouvelle bibliothèque. Donation majeure. L'image qui suivit la doubla d'étonnement. Un montage de photos, une main serrant une autre, une plaque dévoilée. Et, de façon simple, un plan sur un visage familier. L'homme du café, assis à une table, qui souriait avec la même bonté discrète qu'elle avait appris à connaître. Son corps entier sembla se tendre. Elle posa sa cuillère. Le bruit résonna soudain trop fort dans la cuisine. Était-ce lui? La ressemblance était indéniable. Les épaules, le pli de la bouche, la manière de pencher la tête quand on lui parlait. Mais sur l'écran, il n'était plus l'homme ordinaire à l'écharpe usée. Il était présenté comme Cal Bennett, PDG, fondateur. Un titre qui tombait comme une pierre sur le tissu tendre de leur histoire. Elle sentit le froid monter jusqu'à sa gorge. Les questions claquèrent à la fois, rapides et crielles. Pourquoi ne l'avait-il pas dit? Pourquoi resterait-il dans l'ombre si son engagement était public pour des œuvres qui visiblement portaient son nom? Était-elle aimée pour elle ou pour ce qu'il pouvait offrir à des causes, à des écoles, à des élèves? Le doute fit vibrer quelque chose de fragile et ancien dans son cœur, la douleur nette d'une faiblesse qui n'aimait pas être mise de côté. Sans réfléchir, elle éteignit la télévision. Le silence qui suivit fut différent de l'habitude. Il n'était plus un confort, mais une attente. Elle se mit à parcourir les messages, le téléphone affichant leur dernière conversation légère, un emoji, une question sur le temps. Son pouce trembla. La même nuit, la rue dehors sembla plus large, et une pensée qu'elle n'aimait pas fut plantée là. Et si tout n'était qu'une façade soigneusement maintenue? Elle posa une main sur Buster, qui leva la tête et lui offrit un regard plein de confiance aveugle. Elle se surprit à sourire faiblement, puis la pensée la prit à la gorge. La confiance est fragile, se dit-elle. Elle pensa à la tendresse qu'elle avait laissé s'insinuer dans sa vie, à la manière dont elle avait commencé à se projeter, des jeudis à la bibliothèque, des dimanches sans plan précis, puis presque aussitôt, elle sentit la fissure de l'incertitude. La maison paraissait plus petite, plus intime, comme si les murs même retenaient leur souffle. Elle repensa à toutes les petites pièces du puzzle, le porridge, les livres, la main sur la serrure. Tout expliquait parfois rien du tout. Elle voulut rire de la coïncidence, se convaincre qu'une autre personne pouvait porter le même nom et qu'elle exagérait. Mais une part d'elle savait reconnaître un geste devenu rituel. Cal, en face d'elle toutes ces semaines, n'avait pas l'air d'un homme avide de publicité. Pourtant, l'écran lui avait donné une autre image, celle d'un homme qui signait des chèques et prononçait des discours,
d'un visage sur une plaque commémorative. Elle échangea quelques messages avec sa mère, des phrases courtes, des points d'interrogation pleins d'inquiétude. Sa mère, de son côté, fut prompte. « Tu devrais lui demander ?» Mais Amélia hésitait. Demander, c'était ouvrir un espace où la réponse pouvait être tout à la fois la vérité et la rupture. Elle se retrouva à contempler la tasse refroidissante, à imaginer une conversation qui pourrait, en un instant, redéfinir tout ce qui avait été construit, à la fois lentement et avec soin. Cal ne répondit pas immédiatement au message qu'elle envoya, un simple « on peut parler ?» et le vide qui suivit sembla s'étirer comme une ombre. Elle se força à respirer. La ville dehors continuait son ballet indifférent. La question majeure, vérité ou omission, tournait dans sa tête comme une pièce usée dans une poche. Elle se coucha cette nuit-là avec 1000 petites images en tête, lui tendant un scone, la note sur le pot de porridge, la main sur la barrière, la photo d'enfant tenant des crayons. Tout semblait à la fois confirmé et contesté. Le sommeil lui vint lentement, pris entre la tendresse et la méfiance, comme si son cœur devait décider quelle histoire croire. Au matin, elle se leva avec la résolution maladroite de quelqu'un qui sait qu'il est à la croisée d'une route. Elle enfila son manteau, accrocha sa clé et prit Buster en laisse. Le café, ce matin, lui parut plus nécessaire que jamais. S'asseoir à la table habituelle lui donna un semblant de normalité. Elle se répéta l'équation simple. Parler, demander, ne pas supposer. Mais au fond, elle savait déjà que poser la question changerait les choses. Là était la peur. Le silence de Cal jusqu'à ce moment pouvait être un espace où l'espoir avait pu grandir. Interroger ce silence risquait de le faire fuir. Ils avaient jusqu'ici choisi l'ombre et la lumière à parts égales. Maintenant, la lumière montrait une porte entr'ouverte sur un lieu différent. Amélia prit une longue gorgée de café, regarda par la fenêtre la danse lente des feuilles et sentit que quelque chose d'important se tramait, même si elle ne se permettait pas encore de formuler ce que ce quelque chose impliquerait. Le café, ce matin-là, avait retrouvé son rythme familier. Des conversations basses, le grincement discret des chaises, l'odeur du grain torréfié qui montait en nuages. Amélia faisait tourner sa cuillère dans la tasse comme pour retarder l'instant où elle ouvrirait la conversation qui lui semblait désormais inévitable. Son téléphone restait muet. Le message « on peut parler » attendait une réponse qui ne venait pas, et chaque minute sans signe d'une réponse élargissait la fissure déjà ouverte par l'image à la télévision. Elle n'avait pas prévu de supprimer son numéro. C'était un geste impulsif, un acte de protection plus qu'une décision raisonnée. D'un doigt, elle l'effaça de la liste de contacts, comme on retire une épine. Le vide qui suivit n'apaisa rien. Au contraire, il transforma leur histoire en une question plus dure, faite de soupçons et d'absence. Elle quitta le café un peu plus tôt, prit le chemin qui longeait le parc et se répéta que demander la vérité signifiait accepter la réponse, quelle qu'elle soit. Les jours suivants, elle fit ce que faisaient les gens blessés. Elle se recroquevilla dans la routine. L'école prit une place plus compacte encore dans son univers. Les rires des élèves, les projets, les manuscrits griffonnés sur des feuilles, tout devint un abri et un rappel que d'autres vies comptaient plus que son tumulte intérieur. Pourtant, la présence de Cal hantait les interstices. Une serviette oubliée, un reflet furtif, la trace d'un geste qu'elle savait trop bien reconnaître. Les boîtes de livres continuaient d'arriver sans nom, et chaque nouveau don était une aiguillon. Qui donnait, si ce n'était pas lui? Et si c'était lui, pourquoi ce silence? Il y eut des tentatives de contact de sa part. Des appels manqués, des messages courts qui évitaient l'intrusion tout en cherchant une porte. « Je suis désolé. Je comprends que tu sois en colère. Lorsque tu voudras, je veux expliquer. » Ils étaient comme des cailloux jetés à la mer. On percevait l'onde, pas la mer qui les envoyait. Elle répondit rarement. À ses yeux, sa disparition avait été un acte, et elle ne voulait pas le rendre léger par des réponses précipitées. Ses collègues remarquèrent son retrait. Émilie lui demanda un matin timide si tout allait bien. Amélia hocha la tête et sourit pour eux, comme pour calmer un incendie qu'elle gardait à l'intérieur. La douleur qu'elle ressentait était simple et nette. Ce n'était pas tant la richesse découverte que le fait qu'on lui ait caché une part essentielle d'une personne qui se présentait comme entière. Elle se sentait trahie par l'omission. Elle mesurait combien la confiance, brigadée de petits gestes, pouvait être minée par un silence choisi. Elle se surprit à relire mentalement chaque échange, à chercher là où la franchise aurait dû être. Quelque chose en elle était blessé non seulement par la possibilité d'être aimé pour ce qu'il possédait, mais par le fait qu'on l'ait privé du choix de savoir. Pendant ce temps, Cal faisait face à sa propre tempête intérieure. Il n'était pas un homme d'apparat, mais il connaissait bien le poids des lumières publiques. Il savait combien un nom affiché pouvait enfermer ce qu'on restait libre de faire. La Bennett Foundation, portée par des fonds et des partenaires, avait adopté la visibilité comme levier pour obtenir des financements et des soutiens locaux.
L'inauguration de la bibliothèque fut un moment de joie pour la communauté, et Cal avait prononcé un discours bref, centré sur les enfants, la lecture et la responsabilité collective. Quand la caméra l'avait filmé, il était simplement lui, mais le titre qui accompagnait son nom, PDG, fondateur, avait fourni un repère que sa relation avec Amelia n'avait pas. Il comprit trop tard que préserver l'anonymat de ses bonnes actions et taire sa position auprès d'Amelia n'était pas une neutralité aimante, mais une fuite. La peur qu'on l'aimerait pour son argent l'avait poussé à se cacher, mais la dissimulation n'avait fait qu'entrer en contradiction avec la simplicité des gestes qui l'avaient rapproché d'elle. Il avait voulu que son identité ne définisse pas la relation. Il avait oublié que la confiance se nourrit de vérité. Après l'émission, il tenta d'appeler. Il se rendit au café, mais la vue d'Amelia sans réponse suffit à l'arrêter. Les jours où il essaya d'entrer en contact furent emplis d'une solitude aiguë, de nuits où il se tourna vers l'idée d'écrire, de parler enfin, mais l'orgueil et la honte mêlés ralentissaient chacun de ses pas. Il décida finalement qu'une explication immatérielle ne suffirait pas. Il rédigea une lettre, non pour s'exonérer, mais pour prendre la pleine mesure de sa faute. Il y mit des mots qui avaient le goût de l'humilité et l'odeur des erreurs reconnues. Il y plaça aussi, sans phare, le livre qu'elle lui avait prêté et qu'il avait gardé comme on garde un talisman, un geste retrouvé, un morceau tangible de ce qu'ils avaient partagé. Le paquet n'était pas une tentative d'acheter sa grâce, il en avait conscience, mais une manière de rendre un fil de leur histoire qu'il avait pris sans demander. Il le laissa sur son pas, comme au temps où il déposait un porridge chaud. La note accrochée au colis disait simplement « À lire quand tu seras prête. C ». Quand elle trouva le paquet, ce fut une rupture douce. Le papier froissé, l'odeur du livre, la familiarité de l'écriture. La lettre, plus longue, s'ouvrit comme un paysage. Il avouait sa peur d'être aimé pour un nom, la honte de ne pas lui avoir fait confiance pour choisir en connaissance de cause. Il expliquait, non pour se défendre, mais pour être transparent, que sa discrétion dans les dons répondait à une conviction, laisser la bonté jouer sans projecteur, et non à un désir de manipulation. Il se tenait devant elle, dans les lignes, non comme un requérant, mais comme quelqu'un qui reconnaissait la faute. « Je comprends que j'ai brisé quelque chose », écrivait-il. « Je ne peux pas te demander de réparer immédiatement, mais je te promets qu'au lieu de me cacher, je serai là, sans titre, et je t'écouterai. » La lettre fut une clé et une blessure. Quand Amelia lut ces mots, des larmes vinrent sans tambour ni honte. Elle vit l'aveu, la contrition, mais aussi la fragilité non guérie. Comment se réconcilier avec quelqu'un qui avait décidé de taire une part si lourde de lui? La lettre ne lui donnait pas une réponse complète, mais elle ouvrait une possibilité de conversation où la transparence commencerait à remplacer l'ombre. Elle répondit finalement, non par un message froid, mais par 2 lignes qui trahirent sa fatigue et son désir mêlé. « Je veux parler. Au café. Ce samedi. 10h. Buster sera là. » Elle n'écrivit pas « Je te pardonne ». Elle n'en avait pas le droit, et Cal savait que demander le pardon comme on demande une faveur serait vain. Le samedi, la pluie avait lavé le monde d'une poussière passée. Au café, les tables étaient à peine remplies. Amelia arriva la première, Buster trottinant à ses pieds, prêt à reconnaître l'odeur d'un ami. Elle choisit la table près de la fenêtre, là où la lumière était la plus douce, et attendit. Quand Cal entra, il ne portait pas de manteau notable, pas de montre qui clignotait, pas d'accessoires qui feraient écho à la couverture des journaux. Il avait l'air plus mince, comme si la décision de venir l'avait déjà détaché d'un poids. Il posa une main sur la poignée de la porte et hésita un instant, puis avança. Il s'assit sans précipitation. Il ne cherchait pas à récupérer de terrain perdu par des paroles vives. Au contraire, il resta silencieux, respectant sa place d'homme qui avait déjà manqué à sa promesse d'honnêteté. Les premières paroles furent courtes, mesurées. Il regarda Amelia directement, comme s'il voulait que chaque mot qu'il dirait fût un petit acte de réparation. « Amelia, je suis venu parce que je te dois la vérité, » dit-il d'une voix qui n'avait rien de la fanfare du monde extérieur. « Je t'ai caché quelque chose par peur. C'était stupide. Ce n'est pas une excuse. Je sais que tu as le droit d'être blessé. Je ne veux pas te demander ton pardon maintenant. Je veux seulement te dire la vérité et te montrer que je suis prêt à en supporter les conséquences. » Amelia écouta. Sa mâchoire avait l'air déterminée, mais ses yeux trahissaient la fatigue. Buster posa sa tête sur ses genoux, tranquille messager entre eux. « Pourquoi ne pas m'avoir dit ?» demanda-t-elle enfin, d'un ton qui n'était ni dur ni tendre. Seulement précis. Pourquoi laisser notre histoire se construire sur une omission volontaire? Cal prit une respiration lente. « J'avais peur que si tu savais, tout change, » répondit-il. « Pas seulement toi, moi aussi. Je n'ai pas su imaginer une vie où l'on pourrait être nous deux, sans que le fait que je gère des fonds ne pèse sur nos rencontres. J'ai cru que protéger l'anonymat des projets et le nôtre était la meilleure façon de préserver l'authenticité. J'ai eu tort. J'aurais dû te laisser le choix. » Il ajouta, sans chercher à minimiser, «
Je ne veux pas que tu penses que je tente quelque chose pour me racheter par des chèques. Les initiatives qui partent mon nom existent parce que beaucoup de personnes y travaillent. Ce que j'ai fait, ce sont des décisions prises au nom d'un collectif. Mais ce n'est pas la question. Tu as raison d'être blessé. Je l'accepte. Le silence qui suivit fut lourd d'une vérité qu'aucune parole ne pouvait alléger immédiatement. Amélia posa une main sur la carte à côté d'elle, les doigts cherchant un support concret. Elle avait besoin de sentir des gestes plus que d'entendre des propos. « Ce qui m'a heurté, dit-elle, ce n'est pas seulement que tu donnes, c'est que tu ne m'as pas fait choisir. J'aurais voulu savoir, j'aurais voulu te regarder faire et décider pour moi-même. » Cal hocha la tête lentement. « Tu avais raison, dit-il simplement. J'ai privé notre relation d'une possibilité de construire la confiance. Je peux expliquer pourquoi, mais l'explication ne supprime pas la blessure. Si tu veux que je fasse quelque chose, demande-le. Je veux apprendre à être digne de ta confiance. » Elle prit un moment pour réfléchir. Personne ne pouvait lui dire en un instant si elle devait croire à nouveau. Elle avait besoin d'action. « Si tu veux prouver que tu veux autre chose qu'une reconnaissance publique, montre-moi le processus. Laisse-moi voir comment les choses sont faites, sans titre ni cérémonie. Permets-moi d'aller dans une bibliothèque financée par ta fondation sans que ton nom soit apporté comme un talisman. Laisse-moi parler aux gens. Si tu acceptes ça, alors peut-être que... » Sa voix se troubla légèrement, mais elle continuait avec une détermination douce. « Peut-être que je pourrais reconstruire, petit à petit. » Cal sentit chaque mot comme un plan fragile à construire. « Je veux, » répondit-il. « Et si tu le souhaites, je cesserai d'être l'ombre derrière les fonds pour devenir quelqu'un qui laisse le travail parler, sans chercher à me cacher, mais sans demander d'admiration non méritée. Je te donnerai le temps que tu me demanderas et la transparence que tu exigeras. » Ils ne permirent pas à la conversation d'aller plus loin vers des promesses flamboyantes. Ils établirent plutôt des réglages modestes, des rencontres où Amélia pourrait visiter un projet, des moments de parole où Cal raconterait ses peurs et ses choix sans chercher à se défendre, des silences respectés. Il convenait aussi que ni l'un ni l'autre ne forçait l'autre à des preuves spectaculaires. La réparation, comprirent-ils, passerait par la constance et la clarté, plutôt que par des gestes grandioses. La réconciliation prit du temps. Ce ne fut ni immédiat ni parfaitement lisse. Il y a eu des reculs, une remarque maladroite de Cal sur un don, un message d'Amélia qui restait sans réponse, un rendez-vous où l'un était en retard. Mais il y a eu surtout des retours, Cal passant une matinée à aider à classer des livres à la bibliothèque. Amélia acceptait d'aller voir un atelier de lecture financé par la Fondation, sans couverture presse, sans étiquette, et la retrouvant sur place, au milieu des enfants qui tenaient leurs crayons serrés avec fierté. Voir l'impact d'elle-même, sans filtre, fut pour elle une thérapie lente, non pas parce que l'argent soudain guérissait, mais parce que la réalité des bénéficiaires diminuait la largeur de l'omission. À l'école, la vie poursuivit son cours. Liam prononça son premier texte à voix haute, tremblant, puis souriant quand des camarades l'applaudirent. Émilie, la petite artiste, fut invitée à exposer quelques dessins dans la bibliothèque nouvellement approvisionnée. Amélia reçut une lettre d'un ancien élève devenu étudiant, remerciant pour une bourse discrète qui lui avait permis de continuer ses études. Ces preuves d'impact n'effaçaient pas tout, mais elles posaient des faits concrets que Cal ne pouvait plus instrumentaliser, des vies changées, des trajectoires ouvertes. Quand il y eut des moments de doute, Cal se rappelait la douleur dans la voix d'Amélia la première nuit où elle avait découvert la nouvelle. Il savait que sa peur initiale l'avait trompé. Il décida d'être patient, d'accepter la lenteur de la confiance. Il se retira parfois de la scène publique, non pour disparaître, mais pour laisser le travail et les autres s'exprimer. Il continuait néanmoins à soutenir financièrement les projets, mais il acceptait que la vraie reconnaissance vienne des transformations observées, pas d'un nom sur une plaque. Un geste concret marqua une étape importante. Au terme d'une réunion avec le conseil de la Fondation, Cal proposa que certaines subventions soient anonymisées et que d'autres projets soient co-gérés par des représentants locaux, choisis par les écoles ou les bibliothèques. Il proposait aussi de créer un comité consultatif, incluant des enseignants et des parents, des voix qui jusque-là sombraient parfois dans la logique des dons. Ce fut une décision administrative, peu spectaculaire, mais elle changea la dynamique du pouvoir lié au financement. Amélia y fut invitée. Sa présence fut moins une réhausse qu'une garantie que la voix de ceux concernés serait entendue. Le temps fit son œuvre. Quelques mois s'écoulèrent, puis une année. La vie quotidienne reprit sa place, sans éclat, faite d'habitudes petites et solides. On dit que le vrai amour se mesure dans les rituels, et pour eux, ces rituels avaient la forme d'un bol de porridge offert un matin de fièvre, d'un parapluie tendu un automne, d'une clé de portail réparée à deux mains. Ils apprirent à s'adresser la vérité sans dramatiser, à se demander l'avis avant d'agir, à accueillir le refus comme une possibilité non définitive. L'épilogue de cette année fut modeste et révélateur. Ils avaient trouvé une maison qui n'était pas grande mais leur convenait,
Des murs où l'aperture portait encore des traces du passage des précédents habitants. Une petite cuisine avec une fenêtre donnant sur un jardin où Buster pouvait courir. Les meubles étaient simples, choisis avec soin plutôt qu'ostentation. Une étagère chargée de livres, 2 tasses assorties qui s'étaient fendillées au fil des usages, et avaient ainsi gagné leur patine, un plaid tricoté par la mère d'Amelia. Cal gardait ses habitudes discrètes. Parfois il revenait du marché avec des biscuits pour le chien, ou un paquet de farine pour une recette improvisée. Amelia retrouvait la douce trivialité d'une relation, où l'attention quotidienne, plus que la notation publique, définissait l'engagement. La Bennett Foundation, pendant ce temps, poursuivait son travail, mais de façon moins affichée et plus équitable. L'école du quartier bénéficia d'une salle de lecture agrandie et d'ateliers artistiques soutenus par des bourses attribuées selon des critères transparents et présentés par un comité local. Un panneau à l'entrée de la bibliothèque mentionnait les partenaires, sans mettre en avant une seule personne. La reconnaissance y était collective. Les élèves avaient maintenant accès à des heures de tutorat, à des clubs de lecture et à des excursions culturelles. L'impact était visible, des sourires, des projets, des lettres de remerciement adressées à la Fondation, mais plus encore à ceux qui intervenaient au quotidien. Un matin, alors que le soleil posait ses doigts tièdes sur la table de la cuisine, Amelia trouva une enveloppe sur le paillasson. À l'intérieur, une lettre d'un étudiant qui avait obtenu une bourse. « Grâce à cela, j'ai pu m'inscrire en première année de biologie. Merci à ceux qui se sont souciés de nous, quand personne ne regardait. » Elle eut un pincement de fierté et une émotion profonde en lisant ces lignes. Elle pensa à Cal, non pas comme au détenteur d'une somme, mais comme à une présence qui avait choisi d'utiliser des ressources au service d'objectifs concrets, sans réclamer d'attributs en retour. Cela ne dénouait pas tout ce qui avait eu lieu entre eux, mais cela donnait à leur choix commun une assise tangible. Une petite cérémonie improvisée eut lieu à l'école quelques mois plus tard. Des enfants déployèrent une petite exposition de dessins et de lettres, et parmi eux, Émilie, maintenant plus assurée, lut un texte simple et gai sur la lecture et l'espoir. Amelia pleura un peu, de cette émotion qui ressemble à la gratitude. Cal se tenait dans l'ombre du public, sans frontispice, et quand Amelia croisa son regard, il lui sourit. C'était un sourire qui disait qu'il n'avait plus besoin d'être vu pour agir. Il n'était plus l'homme qui se cachait, mais celui qui, après l'erreur, avait choisi la transparence et la constance. Leur vie n'était pas un conte parfait. Ils eurent des conversations difficiles, des jours où la jalousie revenait, où la crainte de retomber dans de vieux schémas gagna quelque espace. Mais à chaque fois, ils revenaient au geste simple, vérifier l'autre, demander, écouter. Ils bâtirent des frontières saines, des limites sur ce qui était public et ce qui restait privé, des accords sur la façon d'aborder les projets communs, des moments réservés à eux, loin des bureaux et des discours. Enfin, il y eut un autre geste révélateur, discret mais chargé de sens. Un matin d'hiver, alors que la neige recouvrait le jardin de l'école d'un voile blanc, des élèves découvrirent, sans fanfare, une nouvelle boîte de livres pour le coin lecture du préau. Sur la première page d'une lettre, on lisait « Pour que chaque enfant trouve une histoire où grandir. Pour la Bennett Foundation et les voix du quartier. » Pas de nom propre, pas de titre, simplement une main tendue. Amelia regarda les enfants s'installer autour de la boîte, leurs petites mains feuilletant des pages, leurs yeux brillants d'excitation. Elle sentit alors un calme qui tenait moins de l'achèvement que du chemin parcouru. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, Cal l'attendait avec Buster et une casserole de porridge encore chaude. Ils dînèrent en silence, satisfaits d'une journée faite d'actes. Avant de fermer la porte, Cal posa la main sur la poignée et se retourna. « Merci d'avoir donné une chance aux gens de cette école », murmura-t-il. Amelia sourit, posant sa main sur la sienne. « Merci d'avoir appris à leur faire confiance sans te cacher », répondit-elle. La tendresse entre eux n'était pas une récompense pour avoir tout surmonté. Elle était le fruit de choix répétés, de paroles tenues, d'un refus de laisser l'argent définir ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Elle avait aimé, un jour, un homme qui paraissait pauvre parce qu'il ne portait pas de signes ostentatoires, puis avait découvert qu'il portait une richesse qu'il avait crainte d'exposer. La vraie leçon n'était pas une morale achetée par la richesse, mais le fait que l'honnêteté et la constance étaient les seuls instruments capables de transformer une blessure en confiance retrouvée. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour d'autres récits qui parlent de petites choses et de grandes vérités. Merci d'avoir partagé ce moment. Et si vous connaissez quelqu'un qui apprécierait cette histoire, partagez-la.